Désolé, ce sont les aléas du direct. J'ai dû supprimer cette partie. Bah, écoutez, je reprends rapidement en vous disant bonsoir et merci de m'accueillir dans vos ménages. Dimanche, c'est l'élection, après les autres jours. En tout cas, comme l'élection présidentielle est couplée aux législatives. Et donc, voilà, bonsoir, peuple du monde, parce que c'est une élection où je suis attendu au niveau mondial. Euh, Peuple de France, peuple de l'Oise, peuple de Creil. Et donc, après ces salutations, je voulais dire que c'est une campagne qui a bien démarré. Je pense qu'au compteur, nous sommes à plus de 300 personnes qui suivent cette émission. Et donc, du coup, j'ai été interpellé par monsieur Jean-Baptiste Loutiti, qui croyait que j'étais seulement un feu de paille, Tiatonyanga, en congolais. Et il ne sait pas qu'il y a des raisons qui s'imposent aussi à moi. Et je sors des épreuves très graves, donc que je ne vais pas faire l'objet dans mon intervention. Et donc il fallait aller puiser au fond de moi-même, parce que j'ai dû faire 2 mois en pas vu écran. Et que j'avais engagé la campagne depuis très longtemps. Et donc, je pense que vous avez suivi Jean-Claude Mélenchon. En tout cas, nous sommes en phase. Parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas de certitude en politique, tout le monde a entendu, qu'il fallait attendre M. Macron au niveau de la cohabitation. C'est ce qui est en train de s'écrire. Parce que l'histoire n'est jamais écrite d'avance, c'est ce qui reste. L'avenir, pardon, n'est jamais écrit d'avance, c'est ce qui reste à faire. Et là, vous avez entendu par le canal de truchement du journal Le Monde, oui, on peut élire un Premier ministre. Donc, il faut qu'on aille chercher cette cohabitation que j'avais indiquée aux Français, que j'ai suffisamment, en tout cas, développée ici. Il y en a eu 3 depuis la Ve République, commencé par François Mitterrand avec Jacques Chirac, et puis la suite c'était Balladur, Edouard Balladur, et puis aussi l'autre cohabitation après Mitterrand, je pense que c'est Jacques Chirac et Lionel Jospin. Donc, les Français n'ont pas à avoir peur de cela. Effectivement, dans le département de l'Oise, pour ne pas dire la région de Hauts-de-France, je suis quelqu'un qui est connu au niveau politique. Quand il fallait apporter mon soutien au maire de Creil, il me l'a demandé, je l'ai apporté. Et donc je pense que quand on fait 2%, en tout cas à l'élection présidentielle, et que Jean-Luc Mélenchon, moi je le souhaiterais qu'on fasse vraiment du même à gauche. Il ne souhaite pas que les socialistes soient autour de Jean-Luc Mélenchon. Et je n'ai pas dit que ça aussi à Jean-Luc Mélenchon, qui finalement l'électorat d'un vote utile et volatile. Là, on a vu que nous sommes un tiers. Nous sommes un tiers qui ne veulent pas aller voter, ce qu'on appelle l'abstention. Il y a des gens qui vont aller faire le vote nul, le vote blanc. Et puis, il y a des gens qui vont voter Macron. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à toujours, on va dire que je finirai par devenir un dictateur parce que quand j'ai tort, j'ai l'affaire et chaque fois j'ai raison. Mais pas un dictateur, pas un despote, mais éclairé. Donc, ce n'est pas de la dictature. La politique est une science et donc il faut le faire avec de l'art. On ne peut pas venir comme ça brutalement. Et donc, quand vous avez Madame Hidalgo à 10%, de facto, je pense que le maire de Creil, Jean-Claude Villemain, doit renoncer. La politique, j'ai bien dit que c'est une chance, avec 2%, on ne peut pas faire un gouvernement. On ne peut pas arriver au niveau de la cohabitation. Et donc, je demande à Jean-Claude Villemain, puisque je l'ai soutenu par le passé, qu'il puisse soutenir ma candidature qui repose pour ceux qui ont fait le vote utile, et que je suis à gauche comme lui, et moi je n'irai pas au vote dimanche, lui il va voter ensemble avec Pascal Bois, député de la République En Marche. Lui aussi, je ne sais pas, il ne fait pas campagne, c'est un supporter. À ce niveau-là, on n'est pas supporter. Il faut parler de la région, il faut parler que vous êtes député. Et je suis allé sur sa page, il ne reprend que des refrains, c'est des refrains. Et Macron a dit, c'est un peu un papa m'a dit quoi, ça me rappelle un peu l'époque du fils à Mitterrand, papa m'a dit, c'est un papa m'a dit.
Et il dit fait que reprendre les discours. Il siège à la commission, je pense, culture. Mais quand il y avait vraiment la pandémie, il m'a mis hors de moi, quoi. Le moment où on parlait hein, de cette distanciation sociale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la cathédrale de Beauvais et mettre les gens presque côte à côte. Ça, je n'ai pas compris. Donc, il a eu 5 ans, il n'a pas de bilan. Ce sont les élus, en tout cas de Creil. On connaît l'hôpital de Creil, tout le monde le sait. Je suis passé chez mes amis pharmaciens, ils le savent. Donc, je dis ce que tout le monde sait à Creil. Et je serai cette tentative de rupture pour redorer en tout cas l'hôpital de Creil, de le monter en gamme, c'est-à-dire d'avoir un bon niveau de plateau technique. Parce que jusque-là, je n'ai pas que critiqué l'hôpital, j'ai avancé. Parce que quand on critique, il faut faire des propositions. Et donc, le seul service qui fonctionne, c'est le TEP scan, parce qu'ils sont tenus à la matière, ceux qui rodent, en tout cas les machines, avant que ça soit transmis dans d'autres hôpitaux. Donc, je connais le dossier, la prise en charge est nulle. Moi-même, je l'ai expérimenté. Je suis parti avec la famille à 0h. Jusqu'à 8h, la personne n'était même pas prise en charge. Je traînais dans des pancartes comme ça. Et ça, c'est inacceptable. Cette médecine de pauvre, nous allons mettre ça de côté. Parce que quand même, nous sommes la région la plus proche, de la région la plus riche de France, la région de Madame Pécresse. Il n'y a pas fait du chantage comme ça. Alors, nous allons changer les choses au niveau du pays. Parce que je suis en train de quoi? Je suis en train de lire, en tout cas, Macron. J'ai aussi lu son père qui félicite son fils. C'est naturel, c'est normal. Hein. Ça va de soi. Je ne pense pas qu'il a été un bon président parce qu'il a cassé partout où il est passé. Casse au niveau, quand il y a eu la pandémie, il y avait juste un modèle de rotation. Je veux le dire. Vous allez entendre ça presque tous les jours pour l'enseignant. Ce n'est pas une métaphore. Nous ne pouvons pas être dans une métaphore. Nous devons être dans une anaphore. Il faut répéter tous les jours pour que, comme le marteau, eh bien, le clou finira par rentrer. Donc, ce n'est pas répéter tous les jours, c'est une révision parce qu'il faut marteler, il faut le dire tous les jours pour qu'en fait ça rentre parce que des fois les Français savent pas ce qu'ils veulent. Donc, pendant la pandémie, il y avait une rotation simplement à faire. On l'a vu dans d'autres villes, quand il y a pic de pollution, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est la ternée différenciée. Vous prenez des immatriculations, un pair et ainsi, et vous les tournez par jour. C'est ce qu'on appelle une rotation. Alors, j'étais en tout cas embêté. J'ai dit, est-ce qu'il y avait des économistes même au niveau du gouvernement? Quand j'écoute les discours de Jean Castex, je ne sais pas s'il connaît la nomenclature du commerce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entendait par produit essentiel ou article essentiel. Et quand on parle d'essentiel, c'est-à-dire ce sont les produits courants, c'est-à-dire les produits de grande consommation. Eh bien, c'était à lui de définir dans la classification du commerce, ça existe. Quand on parle de produits de première nécessité. Mais il faut aller chercher cette relation binaire, le côté alimentaire et non alimentaire. Après, il fallait, même les ambulances, les véhicules, il fallait que ça tourne, il fallait faire tourner par rotation, même les mécaniciens. Et alors les ambulances se tournent, c'est pas essentiel pour la vie. Alors je n'ai pas très bien compris le Premier ministre, je ne sais pas où ils ont fait leurs études, l'économie, certainement ils ont fait des là. Et je suis surpris que finalement, en gérant la France avec un conseil des guerres, ça ne m'étonne pas, le corps des diplomates a disparu au moment où tout le monde était en train d'évacuer à quelque chose. Je pense qu'on ne peut pas diriger un pays comme ça. Et donc, dans cette casse-là, il faut définir qu'est-ce qu'une entreprise, qu'elle soit individuelle, dès l'instant qu'ils vendent le même produit, ils sont en situation de concurrence. Donc, j'ai été scandalisé. Je pense que le maire de Creil, il me semble, à Creil, il connaît la région de Saint-Maximin, c'est là où il y a tous les commerces. Et dès l'instant que But rachète Conforama, ils avaient des petites surfaces. J'ai vu les deux entreprises baisser le rideau. Et à côté, vous avez en tout cas des enseignes, c'est-à-dire des sociétés qui étaient plus grandes, les portes largement ouvertes comme ça. Et oui, ça, et on aurait pu épargner
Hein. En temps de crise, ce sont des notions simples en économie. On ne dépense pas sans compter. Donc, il fallait épargner pour épargner. Il fallait faire cette rotation pour ne pas mettre l'argent dans la poubelle comme ça. Et en plus, les économies, la plupart du monde étaient à l'arrêt. Et donc, la spéculation ne pouvait pas fonctionner parce que l'économie était en équilibre. L'économie et la finance étaient en équilibre. C'est-à-dire, l'un des modules ne pouvait pas tirer l'autre. Mais maintenant, si on veut être sérieux, je pense qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon, de demander à être élu Premier ministre de ce pays, parce que dans tout son discours, on a entendu parler de la planification, c'est-à-dire la planification stratégique. Parce que il faut revenir au fondamental de l'économie. Or, je vous renvoie au temps du Deutschmark, la monnaie allemande et puis la monnaie française. Alors, une économie forte, une monnaie forte. Et donc, nous, Français, pour aller dans le marché allemand, il fallait passer par des dévaluations avec une raison gardée. C'est pas comme on le fait en Afrique. On vous dévalue la monnaie à 100%, casse comme ça. Ils appellent ça 50%, ils ne savent pas calculer toute la croissance. Et à l'époque, j'étais obligé, on m'a vu discuter avec le meilleur monétariste de l'Institut de la Banque de France. Il a eu du mal à suivre, j'ai imposé la cadence. Je l'ai envoyé au premier cours de Christian Labrousse, comment on calcule une croissance. Vous avez le P0, le P1, ainsi de suite, mais c'est le P1 sur P0, et le tour est fait. Hein. Moins 1, allez, ça calcule, et vous avez à peu près ça. Et il me posait la question, je dis oui, mais je suis économètre, je suis technicien de formation, j'ai eu un bac scientifique avec une bonne note en mathématiques, donc je maîtrise ces outils-là. Il faut éviter ce que disait l'un des meilleurs, en tout cas l'économie française, Maurice Allen, prix Nobel de la paix, qui n'est pas sorti dans les écoles comme ça, où on fabrique des gens à nous écrire l'histoire de l'économie ou l'économie de l'histoire. Quelqu'un qui a produit des outils de physique, de mathématiques, qui avait prédit le crash. Le crash a eu lieu. Comment on appelait ça la crise économique, le premier clash, comment on appelle ça? Bon, alors ça reviendra. Et donc vous avez ces gens-là comme Maurice Allel. Hein, j'ai vu son débat avec l'un de ses anciens élèves. Même si je n'ai aucune affection, même j'ai du mal à dire le mot Strauss-Kahn, je ne suis pas un démagogue. Quand quelqu'un est bon dans la matière, eh bien, il faut le reconnaître. J'ai suivi ce débat-là. Quand il disait, c'est lui qui n'a pas calculé, non, vous ne pouvez pas vous avancer comme ça, donc la planification s'impose à un certain moment. Quand je dis la planification, ce n'est pas celle des Poutine, hein, je ne parle pas de ça. La planification stratégique, ce qu'on appelle la prospective, c'est-à-dire plan A, plan B. Donc quand je me suis engagé dans cette députation, j'avais le plan A, avec le président Jean-Luc Mélenchon. Si on rate, on va essayer de le croiser par un changement de repère, ça passera toujours par l'origine, c'est ce que j'appelais la cohabitation. Donc ce Jean-Baptiste, il faut bien dire entre mots, c'est un SOS que j'ai demandé. Pour valider ma candidature, il faut que j'ai une suppléante. Si je ne l'ai pas, ça ne sert à rien. Alors, donc ce sont des mathématiques, tout nombre multiplié par 0 donne 0, et donc il faut cette suppléante. Et avec cette suppléante-là, vous allez comprendre que je vais intensifier la campagne. Et donc, je demanderai à Jean-Luc Mélenchon et plus loin à Ségolène Royal, possible de venir soutenir ma campagne, parce qu'il faut éviter que nous sommes les enfants de ce pays et que l'Assemblée nationale française reste monocolore. Vous voyez, je pèse le mot, je ne parle pas de race là, hein, je ne parle pas de race. Ce n'est pas mon vocabulaire. Parce que j'en ai entendu même jusqu'au sommet de l'État en train de désacraliser la fonction. J'ai envie de vous emmerder, sinon ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je vous en prie, je prends, je préfère. Et donc, quand vous avez envie, c'est-à-dire le désir, ça va très bien. Donc, moi, je ne suis pas dans ce vocabulaire-là. Et donc, il y a un pays à bâtir. L'avenir n'est jamais écrit, c'est ce qui reste à faire. Donc, François Mitterrand dira, à l'époque, parce que tout est mouvement, tout est changement, il disait que la France était notre patrie et que l'Europe était notre avenir. Bon, les paradigmes ont changé, les dossiers ne sont plus les mêmes. Vous voyez que en géopolitique ou stratégie, les choses se passent en Afrique. On a vu au Mali comment
le groupe, je ne sais pas, privé militaire, a fait des soucis à la France, alors que les Africains, hein, sans francophiles, ils aiment la France, mais cette politique élyséenne, alors que nous sommes un pays démocratique avec un parlement, d'aller en cachette comme ça, à géométrie variable souvent, on va soutenir des dictateurs, et puis on veut la démocratie, donc c'est pas sérieux. Donc c'est ce qui est arrivé, par exemple, au Congo, ça a créé un sentiment anti-français. On ne peut pas venir comme ça, décontracter et de changer une constitution. Est-ce que Hollande a eu le temps de changer la constitution française? Et même plus loin, puisque je serai parmi les gens qui ne vont pas participer au vote abstentionniste, parce qu'ils ont été même capables, des petites choses comme ça, de rendre comment on appelle ça, le vote obligatoire. Alors c'est pas fait. Et donc, moi aussi, lorsqu'on a demandé de venir faire ce vote utile, il y a des gens qui sont allés à la pêche, je vous assure qu'il fait beau, eh bien, n'attendez pas que dans ce vote utile, nous sommes un tiers, on n'est pas allé voter, il y a un tiers qui va voter Macron, c'est comme ça, c'est la démocratie, et d'autres qui vont faire le vote blanc. Donc, ce que je disais, c'est pas comme l'électorat de Marine Le Pen, c'est un socle, c'est solide, et cette élection, momentanée, à un moment donné, et donc il faut qu'on gère ça avec beaucoup d'intelligence, cette volatilité de l'élection, et donc il faut un bon discours, et puis ne pas trop attendre, pas trop lentement, pas trop vite, il faut qu'on marche, qu'on aille au pas, que j'attends de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il m'entend tous les jours, je l'envoie des choses, de mettre un peu l'ordre à trait, parce qu'ils veulent me barrer le passage. Bon, attendez, c'est cette affaire. Il y a une personne qui m'a demandé si j'étais un insoumis. Oui, je suis un insoumis. La France insoumise n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Donc, on n'est pas en quartier. Bon, vous avez des brigades, plus ou moins, qui sont connues. Et puis, ce sont ces gens-là qui peuvent vous freiner. D'ailleurs, Bertrand a fait l'expérience des Républicains. Il s'est fait piéger. On a vu même que l'élection était truquée dans un pays démocratique comme la France. J'ai entendu que même les serpents, non, les serpents, c'est pas quelque chose de domestique. Non, en tout cas, les chats ont voté, les chiens, et puis j'en passe. Non, on ne peut pas. C'était une chance pour avoir un débat dans ce pays. Donc voilà, ma candidature sera là. Il faut que je sois soutenu. Si je ne suis pas soutenu, je ne suis pas socialiste, donc le problème ne se poserait même pas. C'est d'avoir cette suppléante pour aller au combat. Donc c'est là, c'est le représentant, on va intensifier. Le maire n'a pas de bilan. Et la mairie, ça lui suffit largement. Il a encore président d'agglomération. Et vous croyez qu'on va passer que des cumuls en venant s'enculer au pouvoir? Après, résultat de course, ils ne font rien, ils se sont accommodés. J'étais sur la part du maire, ce n'est pas moi qui vais impressionner, il me montre ces fonctionnaires de la politique qui ne foutent rien la plupart du temps. L'hôpital de Cré en est l'exemple, et puis l'agriculture. Alors là, qu'il me montre des pointes d'une usine qui a presque centenaire, ou plus de 100 ans, de faire la publicité. Alors on me montre ces bureaucrates-là qui viennent empocher l'argent des Français. En exemple, je vais encore citer, pardonnez-moi, Xavier, président de notre région, de Hauts-de-France, pour éviter les cumuls, il croit qu'il va mentir les gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait voter un budget, c'est-à-dire en prenant 4 000 euros. Il s'est mis ça dans la poche, en compensation. Attendez, c'est quand même l'argent des Français, on ne peut pas procéder comme ça. Et puis, dans son discours, il fallait réduire le train de vie de l'État-région. Alors là, ça m'a mis hors de moi. Et encore plus loin, puisqu'il faut aller plus loin, donc nous avons eu des trains courts. C'est-à-dire, on s'est poussés les uns les autres à côté, et c'est ça qu'on a eu parce que monsieur a mis quand même 4 000 euros dans la poche. Ces 4 000 euros, on pourra peut-être créer des emplois défiscalisés. Les emplois jeunes, nous avons entendu des choses comme ça. Alors, cette manière de venir en politique, faire comme ça, je pense que c'est révolu. Le monde a changé. Regardez dans les pays scandinaves. Allez voir la vie d'un ministre, ça n'a rien à voir. Des gens qui viennent des bolides ici, des voitures extraordinaires, ils vivent dans des appartements comme nous, et bien c'est ce que nous voulons faire
pas trop, mais en France, les pays scandinaves sont stables. Ce sont exemples de démocratie. On a vu déjà comme nous autres être des chefs de parti en Norvège. Hein, et au-delà de ça, nos parents sont venus mourir dans ce pays pour que vive la République française, c'est-à-dire la démocratie. Alors on ne peut pas prendre des raccourcis de l'histoire, de faire des révisions de l'histoire, ça ne tiendra pas la route. Et donc, si vous avez des candidats comme nous, hein, comme ce bandit-là, comment je dis son nom souvent, c'est un bandit, comment on l'appelle, c'est l'espagnol, si vous pouvez me rappeler, vous qui suivez l'émission, ça ne vient pas, il y a tellement de choses à dire. Valls, Emmanuel Valls, c'est-à-dire prendre l'argent des Congolais, un montage bidon, pour aller donner de la joie dans les hôpitaux français, on n'a pas vu ça. Alors, c'est une escroquerie, un peu idiot, c'était un voyou, et maintenant, il a dit que c'est Marine Le Pen qui va gagner les élections, et pour tromper, d'ailleurs, il nous a trompés pendant l'élection, et puis maintenant, et pourtant, il avait fait de la misère à Macron, il lui a écrasé les pieds là-bas, Macron ne faisait que crier, après c'est là qu'il est sorti du gouvernement, maintenant, il a dit, allez, nous avons tellement de casseroles, nous sommes des voyous, Jupiter, lui, ne blague pas, il est plus jeune que nous, il gère avec l'armée, alors que ça n'a rien à voir, ce n'est pas dans la Constitution. Et là où j'ai vu Jean Castex, on ne peut pas être Premier ministre et puis accepter ce genre de choses. Parce que l'essentiel du pouvoir, dans l'esprit de la 5e République, c'est au gouvernement. Il s'est laissé marcher par les pieds, on lui a mis un conseil de défense qui n'existe pas. Vous croyez que les militaires sont les meilleurs médecins pour nous produire des vaccins? Alors, ils ne sont pas meilleurs. En temps de paix, je pense qu'il faut laisser la gestion de la chose publique aux militaires. Alors, les militaires, moi, j'ai eu l'expérience en France. Ils détachent un bataillon, je ne sais pas, à Paris, pour aller à Marseille et aller direct à Cartouche. Vous croyez que c'est rentable? Oui, nous leur devons toute la gestion logistique, ça, je sais, ils sont très bien. Et ça va faire déplacer des troupes, et les ravitailler, ils vont creuser du trou, mettre tout ça, ça on sait. Et même la logistique de soutien qu'on appelle, quand vous êtes touché, on vous dit de reculer, les ambulances vous prennent en charge. C'est ce que nous avons aussi dans la logistique civile. La logistique de soutien, c'est les services après-vente, c'est l'équivalent. Alors c'est ça l'économie. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, il doit être, moi je pense qu'il faut le voter, puisqu'il a parlé du vote, effectivement. Il faut l'élire Premier ministre, pour que, puisque lui-même Macron, il n'a pas de plan. Il fait que le mix, non? Il a rempli les relations. C'est ça la politique, c'est le rapport de force. Sarkozy, je vous ai montré des lettres, à l'époque, quand il a voulu monter sur le temps de mépriser l'Afrique, vous avez vu les lettres que j'ai affichées. Ce n'est pas des blagues, la politique. Donc, ne croyez pas qu'on vient s'amuser, monsieur Jean-Baptiste Lututiti. C'est vrai que ma candidature, finalement, devient planétaire. Et dans cette candidature qui est planétaire, eh bien, nous serons les VLP de la région de l'Oise. Hein, ne fût-ce que faire ce peu-là, parce que ça vient quand même de Laurent Fabius. Quand il y a un moment, il s'est ennuyé au perchoir comme ça. Il a dit non à Jospin, dans la gauche au pluriel. Il a dit que moi, je vais aux affaires étrangères, à une condition de me débloquer les fonctionnaires du commerce extérieur. Pour en faire des VRP, tout le monde le fait comme ça. Effectivement, alors quand vous avez une agriculture la plus propre, Cloche de Roissy, je n'en sais rien, nous avons une chambre de commerce, monsieur tourne en rond, et il va lire des discours, je ne l'ai jamais vu faire comme je fais. Je pense que l'Oise et de l'Oise, ils attendent que j'ai, comment on appelle ça, une suppléante pour aller. Donc, c'est comme ça, la politique, c'est le rapport de force. Vous avez ces femmes d'appareil et qui ne font pas la campagne. Maintenant que Mélenchon a dit qu'il veut être, il attend l'élection pour être Premier ministre. Pour être Premier ministre, ah ben, ça va encore s'affoler. Là, ils ont disparu à un moment, ils n'ont pas fait la campagne. Alors, donc, c'est au peuple de Creil que j'ai côtoyé, surtout sur le dossier de l'hôpital de Creil. Il y a des enfants des élus qu'on a squinté là-bas qui sont devenus handicapés. Donc, je ne parle pas pour du plaisir. Moi-même, j'en ai subi. Et d'autres encore que j'ai demandé qu'ils viennent. Mais la peur est telle que c'est un peu le syndrome de Scotland, quoi. Ils ont l'affection pour les gens qui les écrasent. Alors, moi, je n'ai pas ce complexe-là. Et donc, je veux représenter toutes ces personnes-là, être le poste standard. Je ne suis pas en guerre avec moi-même. C'est pour améliorer les choses.
Et donc, on sent quand je fais cette émission, c'est quand même M. Jean-Baptiste Lou Titi qui est venu m'interroger, que j'étais finalement un homme politique, un tigre de papier. Non, M. Lou Titi, je sors quand même des situations les plus graves de la vie. Je suis allé tirer au fond de moi-même parce que je savais que j'incarnais un peu l'espoir ici en France,